Yo, qu'est-ce qu'il faut choisir? Make ou N8N? Laquelle de ces deux solutions d'automatisation est la plus adaptée pour votre entreprise? On a d'un côté celui qui s'appelle Make, Integromat, qui est très joli, qui est super visuel. Et d'un autre côté, on a N8N, que moi aussi je trouve très joli, mais qui apparemment est joli pour certaines personnes. Et dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux solutions? Si vous êtes pressé, on va faire rapide. Je vais vous dire, si vous cherchez une solution pour automatiser des choses qui ne sont pas stratégiques pour votre entreprise, que vous voulez aller vite, que vous voulez faire des proof of concept ou automatiser des petits trucs, prenez Make, voilà, ça sera plus rapide. Si par contre, vous voulez automatiser des choses qui sont stratégiques pour votre entreprise, par exemple la création de fiches produits ou le SAV, à ce moment-là, prenez N8N. Voilà. Fin de la vidéo. Non, maintenant on va rentrer dans le détail, mais vous avez ma position. Évidemment, ça n'engage que moi. Peut-être que quelqu'un d'autre vous dira autre chose. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, on regarde ça, on va rentrer en détail. Je vous ai mis dans la description une page où vous allez pouvoir... j'ai créé un outil qui vous permet, en fonction de vos problématiques, de voir ce qui est le plus adapté. Donc dans la description, vous retrouvez cet outil-là et puis vous allez pouvoir faire répondre au questionnaire. Moi là, je réponds au hasard et hop, et ça me donne une réponse. Ok, donc on regarde maintenant en détail. Je vais d'abord vous faire une synthèse des deux solutions et après, si vous avez envie, si vous avez encore du temps, on pourra rentrer un peu plus en détail dans les deux solutions. Voilà, le but de cette vidéo, c'est que vous ayez vraiment une vision claire de ce que peuvent faire ces deux solutions et de savoir pour vous quelle est la version qui est la plus adaptée. D'ailleurs, dans le document, vous avez aussi un PDF qui résume les différents cas que vous pourrez présenter à votre direction. Vous êtes prêts? Vous avez mis un like? Vous êtes abonné? J'imagine. 2 secondes, qu'est-ce que je fais? Moi, qui suis-je? Je m'appelle Philippe, je suis de la société Inforéol et je suis spécialisé en automatisation pour les entreprises et pour les e-commerce. Voilà. Et je suis de parti pris 100% pour N8N. Donc évidemment que mon avis n'est pas impartial. Il est complètement biaisé, mais c'était pas non plus sans raison. Alors, on y va? Donc d'abord, on voit en synthèse avantages, inconvénients des deux solutions, puis après on rentrera en détail. Donc déjà, j'ai essayé les deux et j'utilise aussi les deux. Mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles moi j'ai choisi plutôt N8N pour les entreprises que j'accompagne. Donc Make, l'avantage, c'est que son interface, elle est très visuelle et elle peut attirer au début. Ça peut être un moyen de mettre un pied à l'étrier et de rentrer dans le monde de l'automatisation. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est joli. D'ailleurs, je discutais avec un comment dire un partenaire et je lui parlais de N8N. Il disait ouais, c'est pas mal, mais Make, c'est plus beau. Bon, alors, si le seul argument vous avez, c'est que Make, c'est plus beau, moi, je vais pas lutter, effectivement, Make, c'est plus beau. Alors, blague à part, Make, c'est uniquement comment dire? En version, cloud, en version cloud, c'est-à-dire vous êtes hébergé sur les infrastructures de Make. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut le savoir, alors que le gros avantage de N8N, c'est que vous pouvez l'avoir sur votre propre serveur. Vous pouvez aussi l'avoir en version cloud. Mais voilà, ça c'est un gros avantage, le fait que ce soit possible de l'avoir en auto-hébergé, N8N, c'est pour moi un gros avantage. Un gros avantage pourquoi? Un gros avantage pour la sécurité, un gros avantage pour la conformité RGPD, un gros avantage aussi pour la maîtrise des coûts, un gros avantage pour la scalabilité.
En fait, ce qu'il faut savoir avec, Make, donc dans le modèle de tarification, c'est que chaque opération ici, vous voyez, à chaque fois là, ça c'est une opération, ici c'est une opération, ici c'est une opération. À chaque fois que vous exécutez, eh bien, vous payez pour chacune de ces opérations. Quand vous êtes sur N8N, quand vous êtes en auto-hébergé, vous ne payez pas parce que c'est une solution qui est open source. Par contre, quand vous êtes en version cloud, là, vous allez payer, mais pour chaque exécution de l'ensemble du workflow. Donc, il y a déjà une grosse différence de tarification. Voilà, donc ça j'en ai parlé. N8N, donc évolutivité pour moi. On peut vraiment scaler, c'est ce qu'on va voir. Scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous vous en servez beaucoup, eh bien ça va tenir la charge. On peut rajouter des serveurs, on peut vraiment aller très loin. Alors évidemment, si votre préoccupation c'est juste d'envoyer sur les réseaux sociaux des publications, etc., vous n'allez pas besoin de scaler, vous n'allez pas avoir un volume important comment dire, de données à gérer. Par contre, si par exemple vous créez des milliers de fiches produits, bah là, ça va commencer à devenir un peu lourd. Et pareil, si vous gérez votre SAV, par exemple, que vous gérez tous les emails entrants, que vous gérez aussi les appels téléphoniques entrants, etc. Là, vous devez d'avoir une solution qui fonctionne et qui peut être mise à l'épreuve de la charge. Et ce qu'on peut faire avec N8N. Donc le fait d'avoir des données qui sont auto-hébergées, bah, ça permet d'avoir des serveurs qui sont installés en France, par exemple, ou en Union européenne. Moi, dans les solutions que je propose, les serveurs ils sont hébergés en Allemagne. Ça pourrait aussi être en France ou en Suisse. Et donc on garde la maîtrise totale de nos données. Évidemment, si vous utilisez des modèles d'intelligence et que vous utilisez un modèle comme Gemini ou ChatGPT, là c'est plus vrai. Mais on peut quand même utiliser des modèles d'intelligence artificielle tels que Ollama en local. Donc on a moyen aujourd'hui d'être 100% local et ça va dépendre de vos exigences métiers, des exigences de votre Stratégie secteur. Par exemple, si TikTok Shop vous êtes dans le automatique. secteur de la santé, bah, vous avez sans doute des exigences plus importantes que si vous êtes dans du e-commerce. OK, qu'est-ce qu'on a dit? L'accès, la sécurité des données, OK, vous gardez donc ça, c'est la même chose. Flexibilité, le fait que, N8N soit une solution open source, eh bien, ça veut dire qu'elle est soutenue par la communauté, qui a plein de développeurs qui participent, qui proposent, des templates. Moi, par exemple, je propose aussi des templates. Je vais vous montrer ici. Par exemple, voilà, sur mon profil, moi, je partage des workflows que j'ai réalisés et on voit, celui-là, il a été téléchargé plus de 6000 fois, celui-là à 4000 fois, celui-là 0 puisque je viens de le faire. Il y a une communauté, il y a des forums qui sont, vous voyez, des publications. Il y a, à chaque fois, il y a du monde qui répond quand il y a des questions et pareil, il y a une communauté Discord très, très, très active. Voilà, tout ça pour dire que c'est un vrai avantage, l'open source. Qu'est-ce qu'on connaît comme autre exemple d'open source valable? Bah, Linux. Linux, en fait, ce sont des solutions open source et elles existent grâce à la dynamique de l'open source, c'est-à-dire qu'il y a des tas de personnes qui interviennent et qui font évoluer les produits. Mais bah, c'est une solution propriétaire. Alors, le jour où ils se font racheter et ou le jour où ils revendent et que la politique change, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Alors que quand on a une solution qui est maintenu par des dizaines, des centaines, des milliers d'individus, évidemment, c'est plus la même chose. D'ailleurs, j'ai lu que que N8N a été téléchargé plus de 100 000 fois sur GitHub. Donc, c'est aussi un signe. C'est important d'avoir une solution qui tient dans le temps, dont on est sûr qu'elle est, comment dire, pérenne et là pour longtemps. Si on résume, en fait, automatisation simple, moi je dirais que c'est Make, automatisation e-commerce, automatisation stratégique, alors moi je dirais c'est N8N. OK. Si ça vous dit, donc bah, on va rentrer dans les détails. Je vous ai préparé un programme plutôt chargé. Si vous en avez marre, de toute façon, vous avez déjà l'essentiel. Je vous ai dit l'essentiel, mais là, on va plus rentrer dans des problématiques
d'entreprise. Je crois que je vous l'ai déjà dit, dans la description, je vous ai mis le lien vers cet article, vers l'outil qui vous permet de faire vos choix et vers différentes ressources pour N8N. D'ailleurs, vous vous en doutez peut-être, moi je propose, j'accompagne des entreprises dans leurs automatisations. Donc, si vous avez des besoins, évidemment, je suis à votre disposition pour en parler. Ok, on continue. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Pourtant, alors je l'ai fait grâce à l'IA, bien sûr, hein, j'utilise l'IA. Je lui ai demandé d'enlever le blabla pour ne garder que la substantifique moelle, donc, ce qui explique des titres un peu à rallonge, qui néanmoins je les ai laissés parce qu'ils sont pertinents. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que voilà, on parle d'orchestration, de processus, de flux de travail, etc. Quand on est en entreprise, forcément, si moi je vais prendre ici comme exemple un e-commerce, mais c'est valable dans n'importe quelle industrie. Si on prend la plateforme de e-commerce comme plateforme centrale, donc e-commerce, je pense à Shopify, je pense à PrestaShop, je pense à Odoo ou aussi à WooCommerce. On a la plateforme centrale qui contient nos produits, qui contient nos clients, qui contient nos stocks, qui contient nos tarifs. Puis après, on va avoir le logiciel de CRM, on va avoir la compta, etc. Et on peut interrelier tous ces systèmes. Et on a plutôt intérêt à ce que tout ça soit fiable et que ça fonctionne et que ça puisse aussi être scalable. Donc, Make, il est plus ancien que N8N, il s'appelait avant Integromat. Le gros avantage de Make, c'est qu'il a plein de connecteurs. Les connecteurs, c'est ce qui vous permet de relier ensemble les logiciels. Par exemple, ici, on voit la liste des connecteurs, Google Doc, Google Sheet, mais par exemple, si je prends Odoo, voilà, on peut aller voir les leads, on peut créer un inventaire, etc. N8N, il y en a aussi beaucoup, mais on n'a pas forcément tout. Alors, on va voir ici, hop, si je rajoute un nœud, par exemple, Odoo, est-ce qu'on a Odoo? Ben oui, on a aussi Odoo, donc il y en a beaucoup. Mais c'est pas vraiment, on va voir que ça, c'est pas vraiment un inconvénient parce que on a un moyen sur N8N, ce qui est aussi vrai avec Make, de s'interfacer avec n'importe quel système pourvu qu'il ait des API. API, qu'est-ce que c'est? C'est application, programming, interface, c'est juste un moyen de communiquer entre deux systèmes, entre N8N par exemple, et entre votre compta, votre e-commerce. Donc, Make, il fonctionne que en mode SaaS, donc Software as a Service ou version cloud. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les infrastructures, c'est eux qui les gèrent, etc. Et c'est vrai que ça enlève cette épine du pied. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est que vous payez plus et que vous déléguez complètement la sécurité, la gestion des données. Alors ça, on a déjà vu. Est-ce qu'il y a un petit détour? Est-ce qu'il y a d'autres solutions d'automatisation? Oui, évidemment. Moi, je fais de l'informatique depuis 30 ans, donc j'ai toujours automatisé des trucs. Donc, j'ai fait du COBOL. Ouais, oui, j'ai fait du COBOL. Mais on peut automatiser. Il y avait notamment, on utilisait des orchestrateurs quand je travaillais dans des banques, etc. Donc, ça a toujours existé ce besoin d'interfacer des solutions. Sauf que c'était beaucoup moins facile à faire, beaucoup moins visuel, beaucoup moins pratique. Jusqu'à l'émergence de N8N et de Make, moi j'utilisais beaucoup de scripts Python. Mais les scripts Python, c'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à maintenir. Et alors peut-être que pour certains c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup moins simple que d'aller mettre des briques, de les déplacer, d'ajouter les bouts de code dont on a besoin. Voilà. Là, il y a quand même un gros avantage d'avoir ces interfaces graphiques. Voilà. Ok. Est-ce que j'en étais où? Donc oui. Et puis il y a d'autres solutions. Il y a IFTTT, il y a Zapier, et il y en a sans doute d'autres, mais c'est plus un peu des ancêtres aujourd'hui. Vraiment, les deux standards, c'est N8N et c'est Make. Et il y a aussi le fait que ce soit connectable à l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça change la donne.
OK. Ici, pourquoi N8N est architecturellement supérieur? En fait, ça va nous permettre de générer des volumes de données croissants et d'exécution. Ça peut maintenir la résilience et la fiabilité. Volume croissant de données et d'exécution, eh bien, on peut augmenter la cadence. On peut avoir un N8N maître qui va appeler d'autres N8N. Et ça, c'est important quand on a vraiment des volumes croissants. On peut aussi paralléliser des traitements. Par exemple, j'avais fait un traitement pour un client qui créait une fiche produit. Ça lui prenait 50 secondes à peu près parce qu'on faisait appel à l'IA, on faisait des recherches sur Internet, etc. Vous pouvez dire 50 secondes, c'est pas mal, ça en fait 60 par heure. Oui, sauf que lui, il avait des milliers de fiches produits à créer. Du coup, j'ai pu mettre en place des mécanismes de parallélisation et j'ai pu lancer 10 fois le traitement en parallèle. Ça veut dire qu'on pouvait, par exemple, faire plus de 600 fiches en même temps. Voilà. Mais on aurait pu encore aller plus loin, en faire 20 fois, 50 fois, etc. Dans son cas, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Mais on peut vraiment scaler et on peut vraiment gérer une charge de travail importante avec Make. On ne peut pas faire ce genre de choses. On a aussi parlé du coût d'exploitation qui reste maîtrisé. Quand on utilise N8N, donc qu'est-ce qu'on paye? Alors, si on prend une licence entreprise, ça c'est quand on a besoin d'avoir, comment dire, d'avoir plusieurs intervenants, quand on est une grosse équipe, enfin quand on a une équipe informatique et il faut que plusieurs personnes puissent intervenir dans les workflows, là il vous faut une licence. Mais sinon, pour les cas les plus standards, on n'a pas besoin de licence, on a besoin d'un VPS, donc un serveur. On installe N8N sur le serveur et après, il n'y a pas de coût de fonctionnement. Les seuls coûts de fonctionnement que vous allez avoir, ça peut être les services externes auxquels vous faites, auxquels vous avez recours. Par exemple, si on interroge une API pour interroger Amazon, pour scraper Google, si on a besoin d'une API pour s'interfacer avec des modèles d'intelligence, évidemment là vous allez payer l'usage des API. Mais ça c'est pareil aussi pour Make. Le module, la grosse différence par rapport à Make, N8N donc, propose un module de file d'attente qu'ils appellent des queue workers, le queue mode. Et donc, on peut distribuer les workflows sur différents workers. Et ça va permettre de paralléliser les traitements. Ça va pouvoir aussi permettre d'absorber des pics de charge. Ça va être important quand on gère un SAV, que ce soit en chat ou en téléphonie. Bah, s'il y a une personne auquel le serveur, il se tourne les pouces, mais s'il y a 10 personnes qui appellent en même temps ou qui sont sur le chat ou 100 personnes et que le système, il doit se connecter à votre ERP, votre CRM ou votre e-commerce pour avoir une information, etc., il faut qu'il tienne la charge. Et ça, on peut le faire. On installe ça. On installe N8N dans des containers Docker, et on est capable de distribuer dynamiquement les workers en fonction de la charge pour les entreprises, pour les besoins les plus importants. C'est construit sur Node.js. Donc Node.js, c'est une technologie qui est reconnue pour ses performances en termes d'IO. IO, c'est les entrées-sorties non bloquantes. Donc ça va être idéal quand on va avoir de nombreuses requêtes simultanées. On peut aussi, avec N8N, créer une API et l'exposer. Par exemple, vous allez pouvoir faire une API pour dire tous les produits que vous avez à votre catalogue. Et là, il peut y avoir d'autres systèmes informatiques qui vont pouvoir venir consommer cette API. Ça gère les données d'exécution. Voilà, pour le stockage, donc avec N8N, on installe ça avec des bases de données, une base de données comme Postgres, par exemple. Et là, c'est pareil. On peut aussi avoir plusieurs instances Postgres, etc. Donc, absorber absolument tous les volumes de charge possibles. L'auto-hébergement, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Bon, on en a parlé, les coûts, les performances. Donc, vous choisissez combien de CPU vous allez mettre sur votre VPS, vos capacités réseau, votre RAM. Donc là, vous avez une maîtrise complètement libre de vos capacités. Avec Make, c'est forcément plus opaque.
souveraineté, OK, les données, bah, c'est vous qui les gérez, c'est vous savez où vous en êtes, vous allez pouvoir répondre, aux besoins réglementaires, vous maîtrisez la localisation, l'accès, la sécurité des données. Donc sécurité personnalisée, évidemment, avec des grands pouvoirs viennent des grands devoirs, c'est-à-dire que sur votre VPS, bah, vous devez travailler, avec un pro pour, gérer la sécurité, pour mettre en place, des pare-feux, des protections, éviter les attaques, comment dire? Les denial of service et cetera, mais tout ça, c'est géré dans le cadre de votre infrastructure. Optimisation des coûts. OK, on l'a déjà vu. Sécurité, qu'est-ce qu'on a? Ça vous pourrez lire, hein, mais on va pas rentrer là dans ce détail. Les identifiants, donc on a forcément besoin d'identifiants qui sont un peu partout pour, se connecter aux différentes, API. Donc on a besoin à chaque fois de clés d'API, d'identifiants, de users, de mots de passe. Tout ça, c'est géré dans une base de données en local, dans des coffres forts, c'est crypté et ça traîne pas, on ne sait pas où. On a aussi du chiffrement, donc OK, pareil, on a des contrôles d'accès, on peut se connecter, avec des annuaires d'entreprise. On peut aller très loin. Évidemment, il y a aussi des fonctions d'audit et de journalisation pour répondre aux besoins réglementaires. Donc, on est capable de créer des pistes d'audit, d'avoir des audits journaliers, de stocker ça dans des journaux, de les conserver pendant la durée dont on a besoin. Donc, on peut tout faire. Donc, pareil, conformité RGPD, on en a parlé. Tout le code d'exécution des workflows, pareil, il est stocké en local. Donc, il y a tout est OK là-dessus. Contraste avec Make, donc Make, on l'a dit, architecture cloud uniquement pour l'instant, modèle basé sur les opérations, c'est-à-dire qu'on paye à chaque opération et on dépend d'un tiers pour la sécurité. OK. Donc ça, on l'a déjà vu. Il y a des tableaux récapitulatifs que vous pourrez regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Transparence. OK. Bah oui, transparence. Transparence. Le code source, il est accessible, il est disponible sur GitHub. Ça veut dire qu'on est capable d'aller l'auditer. Alors ça, c'est réservé peut-être aux équipes un peu plus importantes. On peut auditer le code source, on peut regarder, vérifier qu'il n'y a pas de problème du tout, qu'il n'y a pas de problème dedans. Personnalisation illimitée. OK, on a des nœuds comme ça. D'accord? On a des briques, mais dedans, qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici, par exemple, là, il y a une petite brique. Donc ça, c'est du code JavaScript. Ici, par exemple, il gère un verrou pour gérer des concurrences d'accès à des nœuds. Donc voilà, on peut gérer du JavaScript et on peut gérer aussi du Python. Donc on peut avoir dans certains cas, j'ai un autre Docker sur un autre VPS qui a un Python dedans, un exécutable Python qui expose une API, ce qui fait que je peux appeler des scripts Python. Par exemple, j'en ai eu besoin pour des traitements d'images ou des traitements de vidéos, de la génération de vidéos. Et là, on est bien content de pouvoir s'interfacer avec du Python. Par exemple, pour le traitement de vidéos, on fait appel à des scripts du type FFmpeg et il vaut mieux que ce soit géré par FFmpeg sous Linux que par n8n qui n'est pas vraiment prévu pour ça. Donc on peut lancer ces traitements-là. D'ailleurs, on peut le lancer en synchrone ou en asynchrone. En asynchrone, parce que par exemple pour de la vidéo, les traitements sont longs. On va lancer le traitement, on va récupérer un ID de job et un travail d'exécution, et on va pouvoir aussi, au bout d'un certain temps, avoir le résultat, ou le résultat peut être appelé par un webhook. Alors, excusez-moi, je rentre un peu plus dans la technique, mais voilà, on peut gérer tous les cas de figure, il n'y a pas de limite. Pas de verrouillage propriétaire, donc ça aussi c'est hyper important parce que on dépend pas entièrement, comme chez Make, de eux. On est libre. Et la communauté active, ça veut dire que le produit, il évolue à grande vitesse, qu'il y a beaucoup de personnes qui le scrutent, beaucoup de personnes qui y contribuent. Ça veut dire qu'il est aussi facile de trouver des prestataires et de pouvoir, assurer la pérennité de son investissement dans la solution d'automatisation qu'on choisit.
OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ici? Bon, bah, ça, je l'ai déjà dit. Python, OK, API, donc on peut s'interfacer avec n'importe quel système. On a aussi, alors ça, c'est plus pour les développeurs, on a des capacités de débogage en temps réel qui sont, très faciles, d'accès, qui sont très, très simples à utiliser. Par exemple, ici, je regarde, j'ai des traitements qui tournent. Là, je vois, j'ai un traitement qui est en erreur. Donc, je vois, gros avantage, c'est que je vois le nœud. Ici, je vois qu'il y a eu un problème sur ce nœud-là. Je suis capable, en temps réel, de lancer le débugger, d'aller voir les données et d'aller comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ce nœud-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et d'aller facilement intervenir dans l'automatisation. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Alors, mais évidemment, je dis que j'ai un parti pris. Je trouve ça beaucoup plus simple que Make, qui a aussi des fonctions d'automatisation, comment dire, de débugage, mais que je trouve personnellement moins pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi des nœuds personnalisés, des nœuds qui sont développés par la communauté pour connecter des nouvelles applications. Donc ça développe très vite. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bah oui, on a la gestion des erreurs, du débogage avancé. Quand vous regardez les vidéos des influenceurs sur YouTube, bah souvent ils vont montrer un joli workflow comme ça, mais ils vont pas vous parler de la gestion des erreurs, bah, sauf que dans la vraie vie, quand on a des traitements informatiques, il y a toujours des erreurs. Par exemple, un fichier n'est pas disponible ou quand on appelle des ressources, peut-être qu'une ressource n'est pas disponible. Et comment on gère ça? Et ben là, par exemple, on peut dire quel workflow on va gérer si jamais il y a une erreur. Voilà, on peut mettre des workflows spécifiques. On peut avoir du débogage. On peut avoir des triggers, donc des déclencheurs en cas d'erreur. On peut lancer des traitements de récupération, etc. Si je prends un exemple que j'ai mis en œuvre, ou dans le cadre de la création de produits à haute volumétrie, donc avec des verrouillages. Donc, c'est-à-dire on avait une liste de codes produits à créer, donc des milliers de codes produits. Donc, étant donné que c'est parallélisé, il a fallu mettre en place un mécanisme de verrouillage pour s'assurer qu'on ne traite pas deux fois le même produit. Et une fois qu'on a un verrouillage, qu'est-ce qui se passe s'il y a un des traitements qui plante? Par exemple, il y a l'API où le e-commerce n'est plus disponible. Donc, du coup, il y a un traitement qui va planter, mais il y a d'autres traitements en parallèle qui s'exécutent. Et quelle procédure de reprise on met en place? Et donc, j'ai mis en place un patrouilleur qui va vérifier régulièrement les verrous qui sont posés sur des enregistrements, qui va aller les libérer pour pouvoir relancer les traitements, etc. Et en dernière instance, aller prévenir un humain si au bout de plusieurs essais, on s'en sort pas. Voilà, on peut aller très loin. C'est ce qu'on fait en informatique traditionnelle, hein, gérer les erreurs, réessayer. Ça, c'est important. Réessayer quand on utilise des IA ou quand on fait appel à des API via des requêtes HTTP, bah, peut-être qu'un serveur distant n'est pas disponible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait s'il n'est pas disponible? Voilà, il faut gérer tous ces scénarios. Quand on a des besoins d'automatisation professionnelle, on est dans ce cadre-là. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, n8n existe aussi en version cloud, en version hébergée dans leurs infrastructures. Je vois pas, personnellement, je vois moins l'intérêt d'aller l'héberger chez eux. Moi, je suis plutôt dans une logique de l'auto-héberger. OK. Il y a peut-être des cas quand on fait des choses simples peut-être, ou pour commencer, peut-être ça peut être intéressant d'aller l'héberger chez eux. OK, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'IA. Le fait de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans les automatisations, bah, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que là, par exemple, alors je vais montrer il faudrait que je vous montre un autre scénario. Dans quel cas ça peut être intéressant? Ici, bon, ici, par exemple, on a un workflow qui va automatiser la création des métadescriptions, des métatitles pour des articles de blog. Bon, ça, c'est un peu technique, mais
on voit qu'ici, alors on a l'IA qui est utilisée pour produire de l'information ici, mais on peut aussi utiliser l'IA pour évaluer des choses. Par exemple, on va dire, avant de publier un article, on va dire, ben, tu vas interroger Google, tu regardes les 10 articles qui sont, comment dire, qui rankent, qui sont en position de 1 à 10, et puis tu vas examiner qu'est-ce que ça dit comme intention, quelle est l'intention quand quelqu'un il tape tapis de course gris, quelle est son intention de recherche? Et automatiquement, on va pouvoir utiliser l'IA pour prendre des décisions. L'IA va nous dire, bah voilà, l'intention de recherche que j'ai détectée, c'est quelqu'un qui veut se remettre en forme, ou c'est pour faire un cadeau. Et en fonction de ce que l'IA va détecter, vous allez pouvoir prendre des actions, des options différentes dans vos traitements. Vous allez pouvoir ici rajouter un bloc conditionnel. Si l'IA elle a détecté que ça, alors je vais faire ci, ou alors je vais faire ça. Voilà, ça, c'est des choses qu'on pouvait pas trop faire avant, du qualitatif, où par exemple vous allez analyser des commentaires sur un blog ou sur un forum, et voir si les gens réagissent plutôt positivement ou négativement, et prendre des actions correctrices. Par exemple, pareil, très important, quand on gère du SAV, par exemple, soit on a des mails entrants et on veut les catégoriser, bah, là, on est capable de rentrer dans le détail, dans du sentiment, d'analyse de sentiment, pour prendre des décisions. On peut aussi analyser des images, détecter des choses sur des images. On peut vraiment aller très loin. On peut, par exemple, s'en servir pour détecter des files d'attente dans des grands magasins, et intervalles réguliers, peut-être toutes les 15 secondes, voir si on se rend compte que la file d'attente, elle augmente, envoyer un message à un manager pour dire d'aller ouvrir une autre file d'attente, par exemple. Donc les nœuds IA, ça change tout. On a les workflows, les RAG. Les RAG, bah, ça, c'est quand on va permettre à l'IA d'avaler vos données, un corpus documentaire, par exemple, avec toutes vos procédures dans le cadre du SAV, et l'IA, elle va être capable de répondre correctement à partir de vos données. Parce que l'IA, elle est entraînée sur des données génériques, mais l'IA ne connaît pas vos processus internes. Et bien là, c'est une manière de l'alimenter. Soit vous l'alimentez avec un site internet qui contient toutes vos procédures, ou avec des PDF ou des Google Docs ou un Drive. Et on peut aussi aller connecter l'IA avec votre CRM, avec votre ERP, votre entreprise, pour aller encore plus loin et faire des réponses personnalisées aux utilisateurs. Voilà, l'IA, c'est le gros changement de l'automatisation. C'est, bon, vous le savez déjà, ça a vraiment tout modifié. Donc, en génération. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est génération de contenu entraîné sur vos données, et prise de décision en fonction d'événements, en fonction d'observations, de recherche. Qu'est-ce qu'on a? Le support, bah, il y a un forum, je vous l'ai montré, on trouve toujours des réponses. Bon, ça, c'est plus pour la partie derrière le rideau, mais il y a toujours du monde pour répondre aux questions. Ressources d'apprentissage, donc il existe plein de formations, de tutos aussi pour s'y mettre. Make, alors, ok, la gestion des erreurs dans Make, elle est moins poussée, c'est géré plutôt par les modules, c'est pas forcément aussi clair. Les corrections sont plus lentes, forcément, ils n'ont pas une équipe de centaines, de milliers de développeurs derrière eux, donc et puis aussi multithreading, ça c'est quand on va paralléliser des choses. Ok, bah alors ça, il redit encore la même chose, je pense qu'il faudrait que j'aille faire une petite optimisation, on a déjà vu ça. Ok, profondeur d'intégration. Donc les déclenchements, les traitements, en fait, on peut les déclencher de plein de manières différentes. Ici, bah ça c'est la manière la plus basique. On appelle ça un trigger. Bah, le trigger là, il s'exécute quand je clique dessus. Bon, donc on peut pas dire que c'est vraiment une automatisation, mais par contre, on peut aller lui dire, voilà, un trigger. Où sont mes triggers? Voilà, les triggers, ici, on peut lui dire, bah, si il y a un événement d'une application, ou alors on peut lui dire sur un planning, toutes les heures, tous les quarts d'heure, toutes les 5 minutes, tous les 2 jours, ou alors quand on t'appelle, quand un traitement est terminé, et que il appelle un écouteur
un système qui écoute les requêtes, voilà, il va déclencher, ou alors quand un utilisateur, il va rédiger un document, ou quand il va y avoir un message sur WhatsApp, ou quand, bon, il y en a plein, ok. Euh, donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a plein de déclencheurs. Euh, L'IA, il y a des retards sur Make aujourd'hui avec N8N. On peut créer, vous avez peut-être entendu parler de ça, des serveurs MCP. Donc, voilà, je vais vous montrer un exemple de workflow comme ça, où là, c'est un bot Telegram. Donc, le bot Telegram, il écoute des messages de l'utilisateur et il y a un agent IA qui va prendre une décision. Donc, la décision, donc il va appeler ce fameux MCP client. Donc, désolé pour les aspects techniques, mais en gros, le MCP client, c'est un ensemble d'outils. Et si on regarde ici, MCP client, voilà, non, ah, c'est pas le bon. Ah, je recommence le MCP serveur, voilà, le MCP serveur. Donc, voilà, ce serveur-là, bah, par exemple, dans le cas que j'ai fait ici, il a différents outils qui sont à sa disposition. Et en fonction de ce que demande l'utilisateur, il va pouvoir combiner ces outils. Par exemple, ici, une transcription YouTube, envoyer des mails, récupérer des informations SEO, faire du scrapping d'URL, etc. Et on peut mixer les deux. Par exemple, on va pouvoir lui dire, tu me cherches les 10 meilleurs mots-clés sur automatisation N8N. Une fois que tu les as trouvés, tu me trouves celui qui est le plus pertinent. Tu cherches une vidéo sur ce sujet, tu me fais un transcript de la vidéo et puis tu me l'envoies par mail. Voilà. Ou alors, après, tu vas rédiger un article sur le sujet, etc. 100% automatique, semi-automatique, avec des validations humaines si on a besoin. Évidemment, tout ça est modulable en fonction des besoins dont vous avez besoin. Besoin. Ouais, j'ai bugué. Hein. Ok, verdict, bah, vous l'avez compris. Hein, moi, je suis pas objectif. Je préfère N8N pour toutes ces raisons qu'on a vues. Je vais pas les répéter. Ok. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de N8N. Si vous avez des questions, ben, vous avez mes coordonnées dans la description. Pareil, si vous souhaitez mettre en place une automatisation pour votre entreprise, je me ferai une joie de vous aider, de répondre et de voir comment on peut mettre ça en place. Vous allez retrouver dans la description donc ce document avec l'outil d'aide à la décision qui va vous permettre de faire vos choix. Vous allez retrouver aussi le PDF de synthèse, etc. Et puis vous avez un petit bouton magique qui va vous permettre de me poser une question en direct. Et promis, c'est pas moi qui réponds. Ah non, promis, c'est moi qui réponds, c'est pas l'IA. Bon, peut-être que l'IA va d'abord faire le tri. Ciao, à plus, c'était Philippe.